Most parents are wary of the so-called heavy metal music. Salut à tous, durant tout l'été, METALXS vous fait vivre ses rencontres les plus marquantes du Hellfest 2024. METALXS, c'est l'essentiel de l'actualité métal et dérivés en exclusivité sur RIFFX by CRÉDIT MUTUEL, la plateforme de toutes les musiques, tous les talents, en partenariat avec Artforce. C'est parti! Dernier volet de notre rétrospective Hellfest consacrée à l'ultime journée de l'édition 2024, celle du dimanche 30 juin. Après l'épisode très humide de la veille, c'est un festival qui se clôture sous un ciel plus radieux, avec une affiche à la saveur résolument plus rock en cette fin de week-end. Petite carrière mais grosse ascension pour Bad Situation, le duo de la région parisienne initié par Aziz Bento, connu sous le pseudo dealer de métal, et le batteur Lucas Pelletier. En à peine 2 ans, fort d'un premier album paru au printemps, ils additionnent les dates de concert et ont obtenu une place dans la programmation du Hellfest 2024. Ils se rappellent leur réaction quand ils ont appris qu'ils allaient se produire en ouverture de la Main Stage 2. On a pleuré de joie, de craquage de nerfs, de satisfaction. C'était des larmes qui avaient plein de sens et en même temps aucun sens. On était très très contents et il a fallu vraiment bosser pour être à la hauteur de cette annonce-là et vu les retours qu'on a depuis notre sortie de scène, je pense que le job a été fait. Une prestation d'une demi-heure particulièrement préparée. Il y a plein de choses qui ont changé par rapport à Bad Situation, c'est qu'avant on était beaucoup en première partie, on avait l'habitude de jouer 30 minutes, sauf que l'album est sorti, on commence à jouer de plus en plus tard, donc 1h, 1h10 jusqu'à 1h15 des fois. Là il fallait faire des choix sur quel titre on voulait jouer, quelle dynamique on voulait donner à ce show-là, et puis aussi prendre le temps de savourer chaque instant et pas jouer des trucs où ça nous prenait trop la tête avec des plans. Pas utile pour le slot qu'on avait. On voulait vraiment que ça aille tout droit, que ce soit efficace et que les 30 minutes soient vraiment à fond quoi. On l'a fait plusieurs fois le Hellfest en festivalier, on l'a fait en média avec Aziz, on a fait plein de fois, mais là en artiste vraiment, il y a une fierté d'être là, d'être de ce côté-là de la barrière cette année, ce jour-là. On est arrivé en même temps que Corey Taylor. Ce matin, voilà, on avait notre petit camion à côté du tourbus de Corey Taylor. Ouais. Ça reste quelque chose, c'est un rêve de gosse et on le vit pleinement, on le savoure, mais on sait qu'on a tellement travaillé pour qu'il y a une sorte de consécration de cette année-là passée où on a vraiment bossé pour arriver ici aujourd'hui et on est hyper fiers. Quel regard Bad Situation porte sur cette journée dont l'affiche apparaît plus rock que le reste de l'édition. Vu la musique qu'on fait, pour nous c'est une très bonne chose que Foo Fighters, Queen of the Stone Age, etc. viennent. Après, c'est quand même une culture rock de base le métal, donc pour moi c'est légitime. Pour moi ça fait partie de la même famille. C'est la même famille et en plus de ça, il faut aussi pouvoir s'ouvrir, évoluer et pas proposer les mêmes affiches. À un moment donné, t'as plus trop de choix, donc il faut que tu ouvres et je trouve que la prise de risque a été pertinente, intéressante. Et je pense que le retour était à la hauteur de la prise de risque. Ouais. Sur les réseaux, Aziz a l'habitude de commenter le milieu de la musique.
nous lui avons demandé comment il imagine les festivals évoluer avec le remplacement à moyen terme des têtes d'affiche d'hier et d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps, mais quand on voit un groupe comme Bring Me, même si c'est loin de Metallica, Aerosmith, etc., ça reste quand même une référence pour beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de références. Foo Fighters, peut-être que c'est déjà trop vieux pour intéresser les plus jeunes, mais je pense qu'il faut pas oublier les groupes qui nous font rêver depuis des années, ceux qui sont en capacité de jouer et faire des super shows, évidemment qu'il faut qu'ils soient là, mais c'est important de faire d'acquérir. Parce que c'est le mot renouveau, de renouvellement, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'en va. S'ils n'ont pas envie et que tout le monde kiffe et que le public est là, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien d'intégrer des nouveaux groupes, d'intégrer une nouvelle scène parce qu'elle est active. Il y a des groupes qui se bougent, il y a des groupes qui montent, on l'a vu cette année. Donc il faut que ça vive. Exactement. Dool, le groupe néerlandais, se produit sur la vallée à l'heure du déjeuner. Ce groupe atypique n'en est pas à son coup d'essai au Hellfest et semble particulièrement ravi de sa prestation cette année. Yeah, I absolutely enjoyed it. I mean, this is our second time at the Hellfest. I think last time was 2019, 2020, I don't know. 2019. And we played in the temple stage, and that already felt really big, but today was even, I think, twice as big, out in the sun, which was kind of weird. But I think we did well, and I absolutely enjoyed it, and people seem to fucking love it, so, you know. And it's good, we took kind of a risk because we played a lot of new songs, and, you know, not all of the songs, not everyone has heard the new album yet. It's only been out for 2 months, so but we played a lot of those songs. But I think people really enjoyed it, and yeah, I think so. They were really into it. So. Raven Van Dorst, autrefois connu sous le nom Ella Bandita, garde un souvenir particulièrement amusant de leur précédente venue. Last time, what I remember, I'm actually quite a big Kiss fan, but I never saw them live, and they were playing that year, and I had so much. I mean, you get some coins, right, for drinks, and we got like these big pitchers of margarita, like half-liters margarita, and I drank a lot of them, and then I saw Paul Stanley on a wire, like slinging over the crowd, and I was so drunk, I was crying because I thought it was so cool. So I will never forget that moment on Hellfest, and I was in that VIP balcony, so I was like, I saw the whole thing. It was amazing. It's such a weird, great, silly festival. This, I mean, it's way too fucking big. Obviously, I mean, sometimes it can be overwhelming, but and I don't know. I like it. I love it, and I'm really glad that they asked us back to play again. You know, it's quite an experience, I would say. Definitely. Yeah. Love it. Dans le cas de Dool, il est la démonstration qu'on peut être heavy et sombre sans jouer nécessairement ultra rapide. I think that darkness is more in between what you play than in what you actually play, you know? The darkness doesn't reveal itself in the notes, it reveals itself in the emptiness. Wow. There you have your quote. There you have your quote, that's your Hellfest 24. Every day's the same, and I've been waiting so long for things to change. I'm sick of this town, sick of my job, sick of my friends, 'cause everyone's
3 Hellfest en 7 ans pour Frank Carter and The Rattlesnakes, qui aiment les festivals comme terrain de jeu et ça se voit. I think festivals are always amazing because you have everything to gain, and there's kind of, you don't have to prove it if you don't want to, but it helps if you get out there and do that. So we just see it as a big opportunity to win new fans, and that's what we try and do every time. It's like ultimately everybody in front of that stage, they just want to be entertained, they want to have a good time, the sun is shining, we're listening to heavy music all day, you should be able to have some fun. So just try not to look at the side stage in case there's any absolute legends there. Like, don't want to see that. I just sort of blur them out and play to the crowd. It's easier. For me, it's a real rush up front, but I learned from our early festivals to take a minute after like a couple of songs and try to look past the front and just really that takes me into the moment a bit more. And then I tend to be much more present and enjoy it, but it is hard. There's a lot of adrenaline flowing through you, and 1 minute you're like on the other side of the stage, then you're down at the front and you don't remember making that decision at all. Like, it's pretty chaotic. We feast on our dead and bone just to feel less alone. And I'm begging to know, can I take you home? I feel like that's exactly where I'm supposed to be. Yeah, I feel like I feel calm, I feel relaxed, and I feel like I don't feel like that anywhere else in Earth. Like, it's just when I walk on stage, I'm a different person, and it's just I just feel relaxed. I feel like I take every single moment in. Very, very rarely is it a blur of adrenaline. I savor it and I soak up every second on the stage, because ultimately it's the chance to connect with people, and that's what life's all about. On ressent la proximité du chanteur avec ce public avec lequel il adore être en contact physique. I belong in there with them. I love music, I love rock music, I love heavy music, and I fucking love mosh pits. So I just think that, the stage is fun. And I'm only little, I'm 5'7", I don't weigh much. So it's hard for people to see me when I'm in the mosh pit, but at this point it's mandatory for me to get in there, even just for 30 seconds, just to feel it. It tastes different down there, it smells different, it's like there's fucking energy, it's just palpable down there, you can cut it with a knife. Est-ce qu'il s'immerge aujourd'hui dans la foule parce qu'il en veut aux musiciens d'avoir trop souvent négligé de le faire? It never pissed me off, because I even was guilty of putting those musicians up on a pedestal. But what I noticed is when they came down to our level, it felt very different. Quand on voit Frank sur scène, on ne peut s'empêcher de penser à un monstre sacré de la scène, Iggy Pop. Iggy is my fucking hero. Yeah, he's, actually when I think of Iggy though, I just think of him in silver platforms, completely bent backwards with his hair touching the floor. And that is just, to me, effortless. Like, you see that picture and you understand the atmosphere of every song he's ever made. Do you remember the first artist you saw getting in the crowd? Yeah. Who? Chino Marino. Oh, wow.
myself in the same realm as Iggy Pop. But I will forever try and be climbing to his level, you know? Frank and the Rattlesnakes ne se feront pas prier si, à l'avenir, le Hellfest leur propose de revenir. Pour eux, le succès du Hellfest, c'est une question de philosophie. The consistency. It's hard to stay consistent in this world, and if you do it, you gain a trust with your fans that is unparalleled and it's undeniable, and that's what I see from Hellfest. Every year, the lineup is unreal. Like you've got young, hungry bands that you know are going to put on a show because they want to be a festival headliner someday. That's what Hellfest is to me, is consistency in what they do. Se souviennent-ils du festival qui a créé le déclic chez eux quand ils étaient ados? It was Reading Festival in the year 2000. That was the first festival I went to. I was 16 years old. The lineup was insane. I saw Oasis, I saw Foo Fighters, I saw Slipknot, Rage Against the Machine, Blink-182, Deftones, At the Drive-In. I saw Tom Jones. It was unreal. I saw so many bands that weekend. It's hard to explain what that weekend did for me. But the main thing it did was I knew that was what I was going to do for the rest of my life. There was a couple of normal gigs that had an equal impact. I saw System of a Down play at the Astoria in London, which is a tiny, tiny gig. There was a stage invasion. I found myself stood next to Shavo like, I want to be a bass player. Turns out I'm a better singer than I am a bass player, but still, we got on that stage, so yeah. Yeah, Reading Festival also. So yeah, which is why it's been amazing that we've got to play it so many times together. But I think for me, I'd been to loads of gigs at this point, but my life was still quite small. I lived in my town and I'd go to London for this gig and back. Whereas I went to Reading and was just exposed to like 100,000 people that were different to everyone I knew, really, me and my friend. And so I just realized, it just opened my eyes. Like, I imagine some people, they go to uni and they experience that and they go, oh, the world's huge and different and you can be into anything. But Reading Festival was that for me. And yeah, I just remember sprinting to watch so many artists because we're watching another one and it was always like back to back on the schedules, and like I saw so much music in the space of like 3 days. Le groupe n'arrive-t-il pas un peu tard, dans une époque où le rock n'a plus le même engagement et que son âge d'or est pour beaucoup révolu? No, I disagree completely. I think there is so much more for rock and roll to do, and I think what we're actually on is that we're on the precipice of a whole new age of rock and roll, because you cannot be in a world that is as divided politically and emotionally and spiritually as our world is at the minute, and the young generations that are being torn to pieces for the amount of war that's in the world alone. You can't witness that every day and not be moved. And what that will mean is when people don't know how to communicate that, they will pick up a guitar, they'll pick up a pen, they'll write, they'll find their friends that feel the same way as them, and they'll write. And in that writing, that's when you're going to get true rock and roll. Like that they're going to find a way to communicate, and so I have to disagree with you. I think we're yet to see the golden age of rock and roll, and I'm excited for that. Like my daughter's 9 years old. I promise you, one day she's going to be the future of rock and roll. Il y a des groupes qui jouent au Hellfest et puis s'en vont, et d'autres qui profitent des 4 jours pour son affiche, l'ambiance et faire un peu de promotion. Clone jouait la veille et c'est en milieu d'après-midi que nous les retrouvons dans l'Espace Presse, un festival que Guillaume et Morgane connaissent comme leur poche puisqu'ils s'y produisent depuis des années, ce qui leur permet d'avoir de bonnes bases de comparaison et pas toujours les réponses auxquelles on s'attendrait. C'est super sympa de jouer sur une main stage, mais tu contrôles rien, tu contrôles pas qui c'est qui est là pour toi, qui c'est qui est juste là pour passer ou se foutre de ta gueule.
C'est plus compliqué au niveau du son, c'est plus compliqué au niveau des lights, surtout si tu joues dans l'après-midi comme voilà. Donc c'est ultra intéressant l'altar ou ce type de tente comme ça, surtout que c'est déjà des capacités relativement monstrueuses déjà. Et tu peux voir combien de personnes tu ramènes, combien restent vraiment. Est-ce que tu pouvais en ramener plus que ça, chose qui était le cas pour nous hier. Tu peux contrôler tes lights, le son est meilleur. Il n'y a pas... C'est deux ambiances, c'est deux trucs différents, quoi. Les gens ne sont pas partis, donc c'est plutôt très bon signe. D'ailleurs, en parlant d'expérience, Guillaume se remémore la première participation de Clone il y a 17 ans. Notre premier Hellfest, c'était en 2007, l'année des intempéries, l'année de la pluie, l'année de la gadoue. On avait joué sur la vallée de l'époque, assez tard. On avait gagné sur VS Webzine. Les gens avaient voté pour nous et on s'est retrouvés à jouer là. Et je me souviens qu'il y avait eu une coupure de courant à l'époque pendant notre concert, même deux peut-être, tu vois. C'était un peu particulier, Maureen n'était pas encore avec nous à l'époque. Mais c'était à la fois des très bons souvenirs et des petits à côté qui étaient un peu étranges, mais voilà, c'est quand même un truc très cool, parce que c'était déjà très gros à l'époque aussi. Est-ce qu'une pression particulière les gagne au moment d'affronter la scène d'un festival ? Pas plus que ça, je me rappelle pas d'une pression énorme parce que j'avais déjà fait des grosses dates, pas du tout en festival, mais où j'avais bien eu le temps de me chier dessus. Donc ça m'était un peu passé, mais par contre c'était peut-être le grass pop, je me suis retrouvé dans un VIP comme ça là, avec des Slipknot, des Korn, des Trivium, des trucs comme ça, là, des Disturbed à l'époque, j'étais là, qu'est-ce que je fous là quoi. Mais super content, super impressionné. Ouais. Notre pays, champion de la critique, ce n'est pas nouveau. Pour Morgane, au lieu de passer leur temps à dénigrer comme beaucoup l'ont fait avant l'édition 2024, les Français devraient voir la chance qu'ils ont d'avoir le Hellfest. Je sais que les Français on aime bien gueuler, il y a ça qui va pas, mais c'est vraiment minime par rapport à la taille. Chaque fois on n'aimerait pas avoir la... Enfin, c'est monstrueux quoi. Il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a pas bien mieux et les gens se rendent pas compte, nous on voyage beaucoup, ils se rendent pas compte qu'à l'autre bout du monde, là en ce moment même, tout le monde parle du Hellfest quoi. Toute l'Amérique latine, moi je vis là-bas, toute l'Amérique latine parle de ça et les mecs rêveraient de venir dans un fest comme ça quoi. Mais nous on en a tellement là en Europe, on peut presque pendant 3 mois tu peux faire un fest tous les jours si t'as envie quoi. Donc il y a peut-être un côté blasé, il y a peut-être matière à... Ah ouais ça forcément on est français, mais genre j'ai fait le grass pop, il y a 2-3 trucs qui sont plus sympas au grass pop, il y a le Wacken, il y a certainement 2-3 trucs qui sont plus sympas qu'ici. Mais le Hellfest, c'est monstrueux quoi. En parlant de critique, voilà un duo qui en a essuyé quelques-unes pour sa présence en bonne place sur la main stage 1 du Hellfest 2024. C'est sûr, Royal Blood, ce n'est pas du true metal, mais pour lui, la question ne se pose même pas. I think all genres should be invited to hell. There's a place for everyone. There's a place for everyone, but you know, I guess we are on the lighter side of things of Hellfest. But I think we've played with bands like Queens of the Stone Age, and we've played with Metallica, and we've played. So I think we feel that we'll be at home here. I was looking for some kind of savior,
someone still counting on my worst behavior. Knew there would be trouble with devil lies and magic hands. I'm all mixed Bon, on doit vous avouer, les deux musiciens n'étaient pas vraiment dans un mood presse et aussi peu communicants que durant leur concert avec le public. Au bout de quelques maigres minutes, sans grand échange ni intérêt, on a lâché l'affaire. Rien de comparable avec Therapy, aux capitales sympathiques ont commencé à regretter tant ces venues en France sont désormais confidentielles. Sur la Vallée cette année en milieu d'après-midi, et malheureusement sans image autre que celle amateur qui circule à vous ramener du concert, METALXS leur a demandé pourquoi il se faisait si rare dans l'Hexagone. We liked France in the 90s, and then we lost our record company and we found it difficult to get records released in France. Our agent that we had didn't want to work with us anymore. He said that our kind of music wasn't popular. So we didn't go back. Anytime we came back, the shows didn't do that well. Now, we know we have a lot of friends in France. So we're kind of, our biography that came out 2 years ago was that there was a French edition on Kicking. And we know that from people that we meet, we have a lot of friends here. So we're kind of hoping that we eventually get a good agent. Our records are now released in France. We're on Marshall Records. And we're hoping the next thing that we get is somebody that can bring us over for a lot of shows, because we haven't forgotten about people. It's just every time Therapy goes on tour, we go to everyone across the world. Therapy's gone on tour, who wants to book us? And unfortunately, French promoters have just said, no, we're not interested. So that's, yeah, and we can't just exactly turn up at a venue and go, can we play tonight? Ils étaient là en 2014. De retour 10 ans plus tard, ils savent pourquoi le Hellfest sait faire la différence. Well, what's really good about Hellfest is that some of the clashes are maybe 10 minutes. I mean, some festivals we have done over the years, bands are on at the same time, and we've actually done some festivals in Europe where there's been two stages beside each other and bands have both played at the same time, which is insane because the audience can't get a good sound. Yeah, so Hellfest has got it right. I think it's important for, I mean, a lot of heavy metal, modern heavy metal, and historically has relied on image. So, you know, whenever we grew up through Husker Du, Nirvana. It wasn't about image, it was about making noise. That was our generation. But people in heavy metal grew up on Kiss. They grew up, they've now got Slipknot, they've got Alice Cooper. It's part of it. And I think, you know, where else can people in the metal community go to see stuff like this? So very much. So I think if you come to Hellfest, you want fire, you want a giant spider woman, you know, because you're not going to get it anywhere else. I mean, you can tell it's a real labour of love. All the structures, it's a huge undertaking, you know. Even to put the stages and the sound equipment here is a big thing, but then all the extra stuff, I think people really appreciate that you don't get this at your normal festival, which makes it unique, and that's part of Hellfest, you know, it's unique. That's incredible, because if you live in a small town anywhere in France or anywhere in the UK, anywhere in Ireland, there's probably 5 or 6 guys that like the same music as you, and everybody else laughs at your clothes or laughs at the music you like. But to come to somewhere like this where tens of thousands of people, it's your community and your people, and you feel safe and you feel among your friends and embrace it, so it's fantastic. Les débats ont été animés en amont sur les réseaux sociaux quant à la présence d'une tête d'affiche comme Foo Fighters dans un festival estampillé musique extrême. Therapy, qui n'a jamais été un groupe de métal, mais a largement bénéficié il y a 30 ans du soutien de la presse spécialisée pour émerger, a une réponse sur mesure. Do you know what? I always say, like, if you've a problem with the Foo Fighters or Dave Grohl, he did that Probot album. Yeah. And he got the guy from DRI, he got King Diamond, he got Kronos from Venom, he got the lad from Voivod. He did a really, really cool metal album at a time when that kind of metal was still very underground. So I don't think Dave Grohl should be criticised for his metal credentials at all, or any of the bands in the bill. And Josh Homson, one of the best guitar players on the fucking planet. You know, if anyone deserves to be on a stage of a metal concert, dude was in Caius, you know. Some people need to get out of the basement and get some sunlight.
Le Hellfest, c'est parfois l'occasion pour METALXS de donner un petit coup de pouce au hasard et de provoquer l'inattendu. 4e édition pour Rival Sons, 3e pour Blues Pills. Les deux groupes commencent à être des habitués et partagent des valeurs musicales. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas les réunir pour une interview exclusive? I was trying to think of a good way to like combine our band names and say we're going to make a super band, but none of our names combine and make a good band name. Rival Pills, Blues Sons, kind of. That might be the best one, but that's really rough. Rival Sons et Blues Pills se connaissent en fait depuis de nombreuses années. I mean, we heard about you guys back in beginning of the band. Yeah, when they first started. Yeah. Yeah, and we've been on tour with them. I think I did that tour in the UK in 2015. Yeah, and it might have come through. Even our agent maybe might have like tipped us off. Oh, there's this new band that we looked at them and went, oh yeah, these guys are great, and we asked them to come out on tour with us. So that's this is a long time ago. Comment affrontent-ils la scène d'un festival comme le Hellfest quand ils sont à quelques secondes de jouer? First you're like shit scared and then you walk on, you know, to the microphone and then you get released from it. The moment you start singing, for me at least, it's just and you know, I'm enjoying it. I think one of the things that that fuels a show, whether it's a small show or if we're going to be playing to 50,000 people or however many people are here, as soon as we walk out there, it's really, the first thought is always, how do I make this next hour different from yesterday? How do I make this song we're about to do? How do I approach this from a different angle than I did yesterday? So it's not just the same thing, you know? You're not just dropping the needle on the record and then you get out there and you do your thing. Yeah. But it's about, well, how do I make this special for me? And how do I reinvent, you know, what my approach is? Yeah, any kind of performance, I find it probably for anybody that's doing live performance on any medium, that first moment is about like jacking in, like plugging into each other on stage and then plugging into the audience and making like a real connection in that first moment and then keeping that connection happening, you know, strengthening that the whole time, making it brighter and stronger and like feeling better and better and really emphasizing the exchange. On a good day, sometimes it is about jacking off. Les deux groupes ont contribué il y a une quinzaine d'années au revival du classique rock. D'où vient pour eux cette fascination commune? I mean, for me, it was my dad that, you know, showed me a bunch of cool records growing up. But it was also the fascination of the vocalists back then, how they were so raw and, you know, what I really got stuck from. So that's it for me. And then I'm into fashion, I'm into thrift, you know, going to thrift stores and just, you know, same with my house. I like buying old furniture and decoration and stuff like that. So it's just what I like. I think it's, when you see, and look, this doesn't just have to do with music. Yeah. It's with design or just anything, because when people see something or they hear something that part of them identifies with, it's a big deal, because for the most part, any sense of belonging to something or any sense of fitting in, the real truth of it, nobody feels that way. Nobody feels like they fit in.
And it doesn't matter if where you go in the world, everyone carries a heavy insecurity with them of, am I going to fit in? Am I doing okay socially or whatever? And I think that knowing that, picking the lane of rock and choosing to go more of a rock and roll route, I think that that's casting all of that off and going like, I don't want to fit in because I'm not going to. So there's no sense in trying to do that. And there's a freedom in casting all of that off and going, just telling yourself that my job is to be me. My job is to be me, and I'll do it. And if this genre or this audience gets it, cool, then they can come with us. Et si vous voulez les faire partir au quart de tour, demandez-leur ce qu'ils pensent de ceux qui prétendent que l'âge d'or du rock est révolu et que le style est mort. I don't know. I'm not really sure what you mean by that. There's somebody yelling over there. This is great. Welcome to Hellfest. Welcome to Hellfest, everybody. He does not agree with that point, and I'm with him. Thinking that rock and roll is peaked or dead or belongs to the 50s, 60s, or 70s, or 80s, or 90s, or any of that is a load of shit. It's people that are connected to all these generations and the moment right now, like us, putting our spin, putting our idea on it, being influenced by all the generations and moving it forward the way we feel we want to in our vessel. The Blues Pills or the Rival Sons or any of these people playing today, all of these different genres of music will find their new footing and their new twist and their new place with it, you know? Nothing's dying. Techno's not dying. House isn't dying. Metal's not dying. Rock isn't dying. Classical's not dead. None of it's dead. You're gonna find new artists that reinterpret and put their own spin and their own take. And not only can we take a 60s idea and put it down, we can take that 60s idea that really influenced us and throw in a little like current, like throw in Radiohead or throw in some fucking Prodigy or something. You know what I'm saying? You mix it all together and it becomes something new. By the, just like what you're saying, Scott, it's the invention and the injection of something new into the art form that actually helps it to grow. It's not as if it's just like a glass and it only has so much volume. Well, it may only have so much volume if it's the same thing being replicated over and over and over again. Then it just becomes a still life painting. But rock music has always been about the vitality of experimentation, and you can have any number of bands just giving their version of the truth. There are some core elements that are going to be the same, but it's the uniqueness and the point of distinction of the individual band that's going to give you something new. And the best thing for rock ever would be more change, because you see this in other genres. You see hip hop. I've talked to a lot of rock and rollers and they're like, oh man, hip hop, this, that. Like, no, you're actually wrong, because hip hop continues to innovate like every month, and that's what makes it stronger, and I think that the rock genre could do with some of that.
C'est l'incursion backstage pour METALXS ce dimanche. En attendant de retrouver Noodles en interview dans un prochain épisode, nous allons rencontrer Brendan Persbaum de The Offspring. Ne vous fiez pas à son allure juvénile, le batteur de 28 ans connaît très bien le Hellfest et pour cause. This is my third time playing Hellfest with my third different band now. So I played it, I forget what year, but I don't know, probably 2016 or so with a band called Horror. And then I played it 2 years ago with Suicidal Tendencies. And when I did that 2 years ago, I actually watched the Offspring play. And I remember watching them going, damn, this is cool what they're doing, and I was a fan. And so now it's cool to be back in 2024 playing it with Offspring now. Attention, dans quelques instants, il va vous énumérer son CV. Connaissant son pédigré, nous lui avons demandé ce qu'il apportait de chacune de ses expériences passées quand il intègre un groupe comme Offspring. I think a lot of what I've taken with me is just, you know, musically I've picked up different things from each band, you know, like, because, you know, I've done Black Flag, and then I did Doyle from the Misfits, I did Horror, like I said, Manson, Suicidal, Limp Bizkit, and now Offspring. So each one of them are really different musically, and I think that's really made me the musician I am, is that I'm not just a punk drummer, I'm not just a rock drummer or a metal drummer. I like all of these different styles, so every band I've played in, musically, it's really made me who I am. It's hard to answer if I picked up, you know, very particular things, but overall, yeah, every experience I've had has, led to where I am now musically. Yeah. Festivals like Hellfest and these going on. I mean, it's huge. Like, it's a cultural impact, you know? It's not just as simple as, oh, we're gonna go to a show. I mean, it changes people's lives, you know? And, you know, I didn't have Hellfest growing up in the States, but, you know, we had our own things locally where I grew up in Dallas, Texas, and it's life-changing having things like this, man, and you need it. And it makes a big impact on a lot of people, and it changes lives, including my own. Soyons honnêtes, on sait depuis bien longtemps qu'espérer une rencontre avec Foo Fighters est une perte de temps, encore plus en festival. Ce qu'on découvrira aussi plus tard, c'est qu'aucune image de leur prestation ne sera mise à disposition des médias. Si Dave Grohl rend ses prises de parole si rares, allons à la rencontre de quelqu'un qui le connaît bien et qui a décidé ce dimanche de s'adresser aux journalistes en conférence. Guys, please welcome on stage, Queens of the Stone Age. Come on, you can do better than that. Come on. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. How is it to be at Hellfest? It's fucking amazing. I was just walking around. I was taken aback by how fucking badass it is here. It's beautiful. Looks like I heard there's a Lemmy statue with a piece of Lemmy inside, which is very close to my heart. I've stayed up many nights in a row with Lemmy, and that's nice to hear.
Queens of the Stone Age fait partie de ces groupes qui ne s'étaient jamais produits jusqu'ici au Hellfest et ils sont de plus en plus rares. Josh s'en explique. I've heard about it for years, and I know it started as a lot of stoner rock stuff and a lot of black metal and things like that. And we talked about it for years, and they're dropping off our booze in the next room. I don't know. I don't know. I think oftentimes we're trying to go where we don't belong, and I think I personally have been obsessed with going where I'm not invited, and I always felt invited here. And I must say, I just spent 40 minutes sort of wandering around, and I was asking myself the same fucking question: why haven't I played here? Why haven't we been here before? So maybe the answer is lunacy. I've got a secret I cannot say. Blame on the movement to keep it away. You got something I understand. I hold it in tightly, call on command. Leap of faith to you down. Got to realize it's got to out. Whatever you do. À la question « Comment Queens of the Stone Age parvient à préserver l'esprit intact musical après 3 décennies de carrière ?» It seems natural that sometimes you copy yourself, or you try to be safe, or you cater too much to the fans instead of what's happening in your life, you know? But I think it would be so wonderful to be part of a group that the last record I make before I die would be the best one of all. And I think it's difficult to do that, and I think you have to be willing to lose your fans sometimes. You know, I always say if 15% of the people don't hate you, you suck, you know? And so I think you have to try to get addicted to the risk of trying to sound different, but trying to sound the same. And, you know, we don't always make that, but I think you try to make that. And, yeah, I suppose that's it. Stuff like you all alone, standing outside window. That old sister that I couldn't love down there. Bone, so you are my love. Bone to be the backbone. Don't you let nobody over, baby. That old sister can't survive it anyway. No, I'm living life behind the shadow. That old sister can't survive it anyway. No, I'm living life behind the shadow. I think the fans that are loyal are the ones that expect the change. I started listening to GBH and Exploited and the Subhumans and Black Flag and the Misfits, and I still love Legacy of Brutality by the Misfits as much as I ever did. It's so hooky and good, and I almost like it for different reasons now, because I'm older and I can hear it in a different way. But I would think that someone that's into us would expect the change to happen, just because they've gotten older too, or you know. And you are writing about, I think if you just write about a snapshot in your life as it is occurring, then you should be okay. But I do expect at some point someone to knock on my door and start taking all the shit off the walls and saying this is over, you know. I think it'd be foolish not to think that this is a very temporary thing. And this is why I like to not know what's going to happen, and I like to risk my body. I like to risk my my mind too.
Quelques jours après cette conférence de presse, le groupe annulera la fin de sa tournée européenne, un projet de concert secret dans les catacombes parisiennes, puis des dates américaines jusqu'en 2025. La santé de Josh en étant la raison invoquée, nous lui souhaitons le plus prompt rétablissement. Comme à chaque édition, l'heure est au bilan et c'est avec Eric Perrin, le responsable de la communication du Hellfest, que nous tirons les premiers enseignements de ces 4 jours danse intenses et éclectiques. Nous, déjà, refaire une édition, c'est déjà un défi en tant que tel parce que c'est, vous le voyez, c'est une grosse machine à monter, à mettre en place, ça mobilise des moyens colossaux, des équipes, toute une fourmilière qui s'active pendant quelques mois et à l'année, c'est aussi le travail de 26 salariés, donc c'est aussi un projet de longue haleine pour certains, quoi. Et donc déjà refaire le festival, c'est déjà pour nous une victoire et que tout se passe bien, c'est la cerise sur le gâteau. Après, je dirais, nous, l'objectif cette année, je pense qu'on a appris un peu de nos erreurs sur des sujets un peu de société sur lesquels on était peut-être pas assez conscient qu'on pouvait avoir un impact en fait. Surtout, c'est pas de je tiens à le préciser, c'est pas, on va dire, du mépris ou autre, c'est vraiment... on ne pensait pas qu'on allait avoir ce rôle de il faut donner l'exemple et montrer aux gens quoi faire. On pensait que les gens étaient assez suffisamment intelligents pour prendre des initiatives et agir dans le bon sens, mais je pense qu'il y a une partie des gens qui attendaient aussi qu'on montre la voie un peu. Et donc c'est pour ça que cette année on a eu de gros défis plutôt internes, je dirais, avec la partie ce qui est prévention, voilà, signalement, violence, sur lesquels on a beaucoup bossé, qui a donné la naissance du Hellcare. En fait, c'est une transformation de la Hellwatch. Et donc sur ce coup-là, on est vraiment hyper content du résultat. Globalement, il y a eu très peu il n'y a pas eu de cas de graves déjà, on va dire. Il y a eu toujours des petits incidents, mais pas de choses dramatiques, je dirais, là-dessus. Donc ça, c'est déjà pour nous une victoire. Ça prouve que le dispositif a fonctionné, que les gens aussi sont sensibilisés et sont emparés de ce sujet. Et puis le second sujet, c'est effectivement tout ce qui est lié à l'environnement, ou sur lequel on était aussi attendu. Sur lequel là aussi nous on est un peu pris en étau entre organiser un festival de 60 000 personnes, ça mobilise des ressources comme toute activité humaine, je dirais, à l'heure actuelle, et quand même avoir ce sens des responsabilités, de limiter son impact. Et donc cette édition 2024, elle est pas, on n'a pas sorti du jour au lendemain un festival tout green qui fonctionne avec de l'énergie renouvelable. Non, on est conscient que c'est un chantier colossal sur lequel il faut qu'on prenne du temps et qu'on analyse les choses. Donc c'est pour ça que cette année, c'est plus une année, on va dire, de collecte de données et d'informations, de savoir quel est déjà notre impact à l'heure actuelle. Et après, comment on va pouvoir faire évoluer les choses. Ça n'empêche pas qu'on a continué des actions sur les déchets, continuer à proposer des options végétariennes de plus en plus sur plein de stands. Voilà, c'est des petites actions qui font beaucoup de choses. Et puis après, le gros sujet, on s'est dit aussi, bon, c'est cool si on remplit toutes les cases à cocher, mais il faut aussi qu'on envoie un signal fort, et c'est pour ça qu'on a voulu s'associer avec Savage Land, avec lesquels on était en contact depuis 2 éditions. Et avec Sylvain, on a bien matché sur le discours et puis sur les philosophies et les valeurs qu'on a, je pense, à peu près communes avec lui. Donc on s'engage sur 5 ans à financer l'ONG à hauteur d'1 million d'euros. Donc c'est une somme colossale pour un festival. Je pense qu'on n'a pas d'équivalent dans le monde de festival qui finance une ONG à cette hauteur-là. Et l'idée, alors il y a 3 choses. Il y a déjà le stand qui reviendra chaque année sur le festival. Ça va permettre de continuer cette action de pédagogie, de sensibiliser. Enfin voilà, l'objectif de ce stand, c'est vraiment de vous faire comprendre à quoi sert l'ONG, ses actions, son utilité, etc. Et de sensibiliser les gens là-dessus. La seconde chose, c'est aussi de permettre à ce stand peut-être de voyager sur d'autres festivals, je sais pas, le Wacken, de l'eau du quai, par exemple. Là, on est en discussion avec d'autres festivals, Sylvain est en discussion là-dessus pour voir comment d'autres festivals pourraient se l'emparer. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir un peu un côté itinérant, de sensibiliser sur d'autres festivals métal, et pourquoi pas d'autres festivals généralistes. On espère donc déjà aussi que d'autres projets vont pouvoir se construire grâce à ces dons, notamment au Costa Rica dans un premier temps, parce que l'ONG est très implantée là-bas. Et on l'espère aussi très rapidement dans l'Hexagone. On est en discussion, ça va être déjà en discussion avec Music for Planet pour faire des choses. L'idée serait peut-être d'avoir un territoire à sanctuariser. Alors c'est un poil plus compliqué en France du côté administratif et tout, mais ça a plus d'impact aussi au Costa Rica parce que c'est de la forêt primaire.
mais on se doit aussi de montrer aussi l'exemple sur notre territoire. Et nous, ce qui nous a plu en fait dans ce projet aussi, c'est que c'est des acteurs de la scène métal qui veulent s'engager pour une cause comme ça. Et voilà, nous c'est un peu dans notre ADN aussi de s'engager et de soutenir d'autres assos. Doit-on penser que le Hellfest est maintenant un festival sous surveillance ? Ouais, on est scruté, ouais, effectivement, on est conscient, on a eu cette prise de conscience, effectivement, je pense, depuis, ça a commencé après le Covid, mais effectivement, c'est, je pense, le revers de la médaille d'arriver maintenant à cette place de leader en France sur le secteur des festivals. C'est pas simple à acquérir au début parce que effectivement, comme tu disais, on passe d'un statut où on rigolait un peu de nous, tu vois, on ne prenait pas au sérieux et tout, mais on a continué à faire notre truc dans le coin, on est bien arrivé. Et puis d'un coup, il faut, ah ouais, non mais en fait vous êtes exemplaire. Ah ouais, mais en fait, je comprends pas, il y a 5 ans, vous nous suiviez parce que justement on était le petit village gaulois, et puis maintenant, on est un peu l'envahisseur romain, quoi. Donc ouais, c'est pas une situation qui est très agréable d'un point de vue à la fois de l'image du festival et puis même du personnel, parce que c'est aussi des attaques des fois un peu frontales de certaines personnes. Mais comme on l'a toujours fait, on les encaisse et puis on réagit justement. Nous on est plus des gens d'action que de mots, on va dire. Les ambassadeurs, c'est le public, et quand t'as 60 000 personnes qui disent moi j'ai passé un super bon moment et je me suis jamais autant senti en sécurité que dans le festival, et j'aimerais que tout le reste de l'année soit comme au Hellfest, en fait j'ai envie de te dire, ça répond à toutes les critiques. Le Hellfest réitère le principe de mettre ses billets en vente sans révéler son affiche. Une stratégie payante ? Pour moi, je pense que c'est une bonne stratégie parce que nous, ça nous met une pression en fait, un objectif, c'est de dire ok, bon, c'est parti en 20 minutes, faut pas se rater sur la prog, tu vois, faut les satisfaire parce qu'il y a quand même un niveau. Et je pense que du coup je pense que ça nous motive aussi de se dire ok, vraiment faut qu'on mette le paquet, que les gens nous font confiance, on a leur confiance, faut pas la trahir, et on se casse la tête. C'est pour ça qu'on va alors ok, je sais qu'il y a toujours les têtes d'affiche sur lesquelles 80% des débats ont lieu, mais nous les parties sur lesquelles on s'éclate le plus, c'est quand même le noyau, le middle un peu de l'affiche, parce que c'est là où il y a des pépites, il y a des trucs qu'on va chercher un peu à droite à gauche, où les programmateurs et les programmatrices passent du temps vraiment à écouter, à étudier les propositions qu'on a, et on en reçoit beaucoup. Donc on cherche aussi ce petit truc qui fera dire ah ouais putain c'est une édition mortelle, ah ouais ça vous avez fait une journée tel style, telle thématique aussi, c'est aussi des choses sur lesquelles on aime jouer, tu vois, on a la chance d'avoir 6 scènes sur lesquelles on a des styles maintenant qui sont bien identifiés, et donner des couleurs, des esthétiques à chaque journée, c'est aussi intéressant, ça permet de proposer des choses. Après c'est en fonction des goûts aussi et des couleurs de chacun, mais nous on y prend beaucoup de plaisir, et c'est là-dessus où on a un vrai terrain de jeu et sur lequel on s'éclate, quoi. Pour moi, un Bring Me The Horizon, ça a largement sa place en headliner, même si c'est un vendredi soir, je sais pas, par exemple. Et effectivement, nous, c'est un dilemme un peu de jauger entre il faut de la nouveauté, mais en fait, si tu mets trop de nouveauté, les anciens vont gueuler. Si tu mets trop d'ancienneté, les nouveaux vont gueuler, etc. Donc, en fait, la programmation, c'est une recette de cuisine. Tu vois, c'est de la pâtisserie, il faut doser un peu précisément chaque ingrédient, chaque style, etc. Donc, il faut mettre un peu de tout, mais sans qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Et c'est un casse-tête vraiment là-dessus, mais non, je prends par exemple Landmarks, tu vois, pour moi je trouve que ça a été un des meilleurs shows du festival, tu vois, je remercie d'ailleurs, ils ont dépanné un mois du festival, ils ont fait un show de malade, ils ont mis les moyens pour justement mettre un gros niveau sur scène, et je trouve que c'est un exemple de ce qu'est la future scène de demain. C'est un groupe français en plus, donc trop cool, qui cartonne en plus à l'étranger. Donc on a ce rôle de game changer en fait, donc de changeur de carrière on va dire. Il y a toujours un avant-après quand tu passes au Hellfest, et là tu vois c'est marrant, tu parlais de Chaka Ponk, mais c'est Ben qui m'a raconté ça, mais il est allé les voir en backstage et apparemment la chanteuse était émue, quoi. Très émue, parce que
ils savaient que c'était un peu attendu, c'était pas forcément les bienvenus sur les réseaux et tout, et en fait ils ont mis une claque à tout le monde et en fait ils étaient contents pas de la revanche, mais que le public en fait et ils ont dit c'est le plus gros show de notre carrière, c'est un groupe qui fait des Bercy comme ça quoi, donc c'est hyper cool de voir ça. Et on prépare effectivement à travers en donnant leur chance à des groupes qui on donne un peu la pichenette un peu des fois qui permet de peut-être 2 ans, 3 ans après de passer sur un autre créneau ou sur une autre scène, etc. Et pour conclure, Eric nous décrit l'agenda des prochains mois. Dès septembre, on repart sur le pont, les choses améliorées, des projets à mettre en place. Tu vois, là, on a un gros projet de savoir où est-ce qu'on va pouvoir installer la gardienne sur le site du festival le temps que l'abri ne soit pas encore finalisé. On espère pouvoir faire avancer des chantiers comme la vallée notamment. L'idée de la vallée, c'est vraiment de la mettre en scène miroir. Et ça prend du temps avec les autorisations, etc. Donc c'est aussi le fait d'être plus gros, c'est que maintenant les travaux prennent beaucoup plus de temps avec les autorisations, les déclarations, les permis de construire, etc. Donc ça prend du temps. Il y a toujours aussi des petits chantiers d'amélioration à mettre en place, mais on va rester après sur un rythme d'annonce de la programmation sur plutôt le mois de novembre, fin d'année. Juste le warm-up, on va changer un peu, on va essayer de le faire passer plus tôt dans l'année. Ce sera plutôt sur le mois de mars. C'est un peu l'exclu que je donne ici. Spécial METALXS. Et du coup, on va la déplacer en mars pour nous déjà nous faciliter un peu la vie, parce que c'est quand même un petit chantier aussi. Et puis on veut aussi, on se disait aussi que c'est plus agréable pour les gens de sortir en festival, en concert, je veux dire en mars plutôt qu'en avril où tu as les beaux jours qui commencent à arriver, sauf cette année. Mais donc voilà, on va décaler un peu ça. Et puis on est toujours preneur de nouveaux projets et tout, donc on va voir comment ça va se faire. On a aussi la question du Hellfest Kids, on parlait justement de transmission, c'est aussi un vecteur de transmission et de renouvellement du public parce que ça permet de parler à des gamins qui peut-être dans quelques années seront festivaliers ou artistes. Et donc on espère qu'un jour, je pense que c'est un projet qu'on va peut-être être amené à renouveler. Il faut qu'on voit comment on casse ça dans la machine. Mais en tout cas, le process il est bien réglé. Et puis on a la chance d'être une équipe compétente et qui se serre les coudes et vraiment on compte les uns sur les autres. Et ça, c'est vraiment une force aussi de ce festival. C'était le dernier volet de METALXS consacré au Hellfest 2024. Bonne rentrée à tous et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de prolonger l'expérience métal sur RIFFX.fr. Salut!